Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce deuxième vidéo entretien sur le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein. Peu connu du public francophone, mais hyper connu chez les anglophones aux États-Unis, en Angleterre en particulier. Il est considéré, le Wittgenstein, comme étant l'un des grands philosophes du 20e siècle. Comme je disais, un peu le Socrate des temps modernes, au sens où euh, il a été quelqu'un qui, oui, a enseigné pendant une bonne dizaine d'années à l'université de Cambridge en Angleterre, mais c'est un espèce d'iconoclaste euh, parmi le très sélect club des professeurs de Cambridge. Et donc aussi sa façon d'enseigner, hein, qui était peu orthodoxe. On a plusieurs de ses étudiants ont publié par la suite des retranscriptions de ses cours tenus à Cambridge, dont le plus connu est Rush Rees, qui fut un de ses élèves, ainsi que le philosophe américain Norman Malcolm, qui a publié plusieurs ouvrages sur Wittgenstein, dont un ouvrage sur la dimension religieuse de, de Wittgenstein. Wittgenstein, un point de vue religieux, point d'interrogation. Malcolm, donc, examine de manière très, je pense, très remarquable, très soignée, très intelligente, donc, la dimension de foi générale là, dans la pensée de Wittgenstein. Euh, Comme je vous disais dans le premier entretien, comme je l'ai écrit ici au tableau, hein, celui qui m'a sauvé la vie, euh, bon, pas littéralement sauvé la vie, mais en tout cas au plan, je dirais, oui, spirituel, Wittgenstein a été pour moi une bouée de sauvetage. Alors que j'étudiais, là, j'entreprenais des études de philosophie dans un cégep montréalais, hein, le cégep du Vieux-Montréal, pour ne pas le nommer, où je fus par ailleurs professeur de philosophie par la suite pendant 25 ans. Mais à l'époque où j'entreprenais, comme j'ai dit hier, mes études de philosophie, ce que j'y apprenais, ce n'était pas vraiment de la philosophie. C'était plutôt, ça, comme on dit aujourd'hui, à la suite de Derrida, c'était plutôt la déconstruction de la philosophie que j'apprenais en étudiant le maître à penser de ces années, hein, dans les années 70. Moi, j'ai commencé mes études en 1973, je les ai terminées en 1976. Et au cours de ces 2 ans et demi, 3 ans, ce que j'ai appris comme philosophie, ça se résume à Marx, à la pensée marxiste et à ses successeurs, principalement en France. Euh, je- je- Althusser, entre autres, Balibar, tous ces gens-là. Je n'avais pas le choix que de lire ces auteurs, hein. Parce que mes maîtres ne lisaient que ce qui était relatif à la pensée marxiste. Après avoir rejeté la pensée thomiste, c'était l'autre, comment dire, c'était l'autre chapelle.
philosophiques auxquels mes maîtres s'affiliaient, à la bonne vôtre. Et comme je vous le disais hier, je suis arrivé là, moi, plein d'enthousiasme, plein d'élan pour la philosophie, sauf que j'ai dû passer outre parce que je n'ai pas appris la philosophie là-bas, hein. Ce que j'ai appris de la philosophie, c'est par moi-même, par mes lectures. J'ai lu Platon, entre autres, principalement les dialogues socratiques. J'ai lu Kierkegaard, un critique très acerbe de la philosophie de Hegel, qui fut le maître de Marx, hein. Eh bien, Kierkegaard fut, lui, chrétien, hein, protestant chrétien, critique de Hegel, mais il n'est absolument pas question à l'époque de lire et d'étudier Kierkegaard. Bon, bref. Alors j'ai donc suivi le troupeau, hein. Mon amour de la philosophie a fait en sorte que j'ai dû ronger mon frein et accepter donc d'étudier ce qui est au menu dans l'institution montréalaise, au cœur en fait des débats de société. On est en 1973. Je crois que c'est l'année de l'incarcération des 3 chefs syndicaux, Pépin, Laberge et Charbonneau. Et je me souviens très bien que nous avions, de la part de nos maîtres, hein, l'invitation de manifester, hein, pour la libération des chefs syndicaux contre le gouvernement libéral de Robert Bourassa à l'époque. Bon, bref, moi, comme je disais hier, je ne vais pas revenir sur le détail, mais j'avais j'avais lu un texte dans une encyclopédie, je ne me souviens pas laquelle, c'est encyclopédie universaliste, ou en tout cas, bref, il y avait là un texte sur la philosophie, et dans ce texte-là, il y avait une citation de Russell, hein, qui disait que les croyants sont des êtres vicieux, hein, en tout cas vicieux au plan épistémique, au sens où la foi n'est pas garante de la vérité. Donc, ceux qui croient aux vérités, soi-disant vérités de la religion, sont vicieux au plan épistémologique. Moi, ça m'avait vraiment troublé, perturbé, démoli en bonne partie. Et mes maîtres en avaient remis en disant, ben oui, écoute, arrive au 20e siècle, mon homme, le rouleau compresseur est passé sur la religion, puis écoute, il faut t'y faire, il faut suivre le mouvement. J'allais dire suivre le troupeau. Alors donc, j'ai malgré tout encaissé le coup. J'ai dit, bon, ben, s'il faut étudier Marx, étudions Marx. C'est déjà ça de prix. C'est ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai eu terminé, obtenu mon diplôme d'études collégiales, mon DEC en philosophie, parce que j'ai été inscrit en philosophie, j'ai à l'université du Québec à Montréal, là j'ai vraiment pu avoir accès à la philosophie, véritablement.
Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert en particulier Ludwig Wittgenstein, au sens symbolique du terme du moins, m'a sauvé la vie. Parce qu'il me disait, en première chose, d'abord et avant tout, c'est pas parce que tu es croyant que tu es idiot et vicieux. Hein. Au contraire, hein. Tiens-toi debout. Hein. Ne te laisse pas écraser par cette multitude d'athées, dont, Bertrand Russell, hein, dont la phrase assassine m'avait abattu. Alors, lui-même fut un élève de Russell et il a bien vite désenchanté parce que lui-même était non pas un croyant, mais un homme qui a un fond, je dirais, religieux, c'est-à-dire transcendant, comme ce fut mon cas à moi, comme c'était mon cas à moi. Je voulais comprendre philosophiquement la foi chrétienne. Je vous ai parlé hier ou avant-hier lors de mon dernier entretien de cette image que j'avais du Christ mort sur la croix. Cette image me troublait vivement. Comment un Dieu immortel peut-il mourir? Ça me sidérait de voir que la religion chrétienne avait ce symbole de la croix au centre de, de, de sa religion, hein, de la religion. Alors Wittgenstein m'a dressé la voix en disant laisse tomber ces maîtres qui ne sont pas des maîtres, ce sont des suiveux, des gens qui sont incapables de penser. Hein. Ils pensent, ils ne pensent que selon le courant, hein, selon la mode. Hein. Et bien, j'ai pu constater par la suite un bon nombre de mes professeurs qui m'enseignaient le marxisme ont cessé de suivre Marx. Ils ont opté pour d'autres voies philosophiques. Hein. Mais c'était dans les années 70, c'était dans la suite de la Révolution tranquille, c'était incontournable d'enseigner la philosophie sans enseigner Marx. Et d'ailleurs, en 73, nous sommes, il y a 5 ans là, qui séparent mai 68. Hein, là où, en fait, c'est la gauche étudiante qui évidemment supportée par leurs professeurs, qui revendiquaient une pensée gauchiste, hein, où on portait au nu Marx, Mao et Marcuse aussi. Donc, alors, moi, je suis pas du tout là-dedans. Je suis pas du tout comment dire, un adepte de la pensée politique. Je suis pas un militant. Je l'ai jamais été. Cependant, par la suite, j'ai pu là développer ma propre philosophie politique et qui n'est certainement pas de gauche. Bon. Et, euh, et par ailleurs, ce que Wittgenstein m'a appris, c'est que lui-même, à Cambridge, lorsqu'il enseignait, hein,
Il était traité d'iconoclaste. Il faisait bande à part. Hein, il était isolé. Euh, et alors, il en a beaucoup souffert de cela. Hein, et ses meilleurs contacts, ce n'étaient pas ses collègues professeurs, c'était certains de ses étudiants, hein, dont Norman Malcolm, Rush Rees, Maurice Drury, etc. Hein. Euh, donc, à eux, il se confiait, hein, et eux l'admiraient, eux l'appréciaient. Hein. Il était là véritablement un philosophe vivant, tout à fait digne du Socrate d'Athènes antique. Hmm. Avec lui, hein, la philosophie prenait forme. Hein. Et ce qui est remarquable aussi au sujet de Wittgenstein, c'est qu'il a une, il avait une formation très rudimentaire de l'histoire de la philosophie. Il connaissait très peu les grands philosophes antiques, les grands philosophes modernes. Hein. Il avoue n'avoir jamais lu, par exemple, Aristote, pas une ligne d'Aristote. Hein. Et pourtant, avec lui, on est en plein dans le cœur de la philosophie. Alors moi, je peux dire une chose, c'est que je ne souhaitais pas être professeur de philosophie pour devenir l'un de ces grands, comment dire, fonctionnaires du savoir à l'intérieur de l'université. Ça ne m'intéressait pas, mais pas du tout. Et par ailleurs, donc, je souhaitais fuir, hein, l'université. Je détestais tout ce protocole et cet esprit aussi, euh, cet esprit qui anime la plupart des professeurs de philosophie, hein, cette pensée gauchiste qui me répugnait, comme elle a répugné à Wittgenstein. Hein. Et à ce titre, par la suite, plus tard, moi, je me suis intéressé à une philosophe américaine que auquel personne ne s'intéresse, Ayn Rand. Hein. J'ai écrit un essai sur elle et je la tenais comme véritablement une, une véritable philosophe. Hein. En fait, Wittgenstein m'a sauvé la vie au sens où il m'a, comme d'ailleurs il le disait à ses étudiants qui côtoyaient, hein, quittez, je vous prie, la philosophie, son institution, c'est un endroit passez-moi l'expression, un endroit de perdition. On y perd son âme. Hein. Et là-dessus, je peux confirmer la, la corruption, entre guillemets, qui règne dans les institutions du savoir et que j'ai fui toute ma vie. Et pourtant, je suis devenu professeur de philosophie. Et encore là, c'est Wittgenstein, sous le modèle de Wittgenstein, que j'ai décidé véritablement de devenir professeur. Hein, lui-même avait enseigné à des jeunes, hein, en Autriche, à Trottenbach. Et bon, il enseignait à Cambridge, mais encore une fois, ses cours, ce ne sont pas des cours magistraux, c'est des cours où la philosophie est vivante. Hein, et moi, ça m'a particulièrement incité
à devenir professeur de philosophie. Hein? Alors, en ce sens-là, je pense que Wittgenstein a été pour moi celui qui m'a tracé ma vie, qui m'a aidé à devenir ce qui était aussi chez Wittgenstein, un leitmotiv chez Wittgenstein, à devenir une bonne personne. Une personne, je ne vais pas dire une grande personne, mais une bonne personne, un homme bon. Hein. Et je me souviens, euh, quand je suis arrivé au cégep, puis je pense que c'était à l'université, je commençais à l'université, j'étais tombé, je fréquentais beaucoup évidemment la bibliothèque, soit du collège, soit de l'université, mais aussi les bibliothèques municipales, entre autres la bibliothèque de Montréal. Et j'étais tombé sur un livre du père Sertiange, qui s'intitule La vie intellectuelle, son esprit, ses conditions et ses méthodes. C'est publié en 1900, dans les années 40, si je ne me trompe. C'est 1934. 1934. Publié dans la Revue des Jeunes. Donc, Antonin Gilbert Sertiange, qui est décédé en 1948, dominicain. Hein. Et j'avais parcouru son ouvrage La vie intellectuelle à l'époque. Donc, j'avais autour de 20 ans, peut-être plus, 20-25 ans, je me souviens plus. Cet ouvrage m'avait vraiment aussi beaucoup marqué. Et je me souviens d'une phrase en particulier. J'espère que je vais la retrouver aisément. Voilà. Bon, alors, dans le chapitre 2, les vertus d'un intellectuel chrétien. Alors, donc au tout début du chapitre 2, je me souviens encore d'avoir lu cette phrase-là, de Sertiange. Pour juger vrai, il faut être grand. Écoutez, ça a été comme un tremblement de terre quand j'ai lu ça. La vérité, je me dis, en tout cas, en tout cas, ce n'est pas donc forcément lié à nos capacités intellectuelles. C'est pas. Oui, la vérité, ça a à voir avec l'intelligence, tout ça. Hein? L'intellect, donc. Mais ça a à voir surtout avec la personne que l'on est. Hein? On fait une distinction aujourd'hui entre vérité et énoncer de la vérité et celui qui l'énonce. Hein? Celui qui énonce la vérité en s'efface. La vérité étant impersonnelle, valable pour tout le monde, donc celui qui énonce la vérité n'est que son porte-parole. Hein? Mais ici, là, ce que dit Sertiange, c'est que la vérité est intimement liée à la qualité de la personne que l'on est. Et évidemment, je n'avais pas compris, saisi ça sur le moment, mais par la suite, j'ai compris que Sertiange, hein, c'est un chrétien, évidemment, c'est un dominicain, théologien dominicain. Quand il parle quand il écrit sur la vérité, c'est évident qu'il pense à Jésus. Hein, c'est lui qui écrit dans l'évangile de Jean, hein, je suis le chemin, je suis le chemin, la vie et la vérité. Hein.
Donc, euh, ce, que, ce que Jésus dit, du moins selon ce que nous rapporte l'évangéliste Jean, c'est que Jésus et la personne de Jésus est vraie. Hein? Alors ça tout à fait là, nouveau. Hein? Le lien entre vérité et personne. Hein? Maurice Zundel, a écrit beaucoup là-dessus, je pense, dans son livre Je est un autre, ou en tout cas dans d'autres textes. Hein, il est un des rares à souligner le fait que la vérité est intimement liée à la qualité de la personne que nous sommes. Hein. Alors moi, quand j'ai lu ça, puis j'ai connu, je connaissais par ailleurs, ou j'apprenais à connaître par ailleurs Wittgenstein, mais je me suis dit, voilà, hein, c'est pas tant ce qu'il dit que ce qu'il montre par sa personne. Hein. Là, je fais la distinction que lui-même, Wittgenstein, pose dans le Tractatus entre euh, l'énoncé décrit un fait, hein, et il montre euh, son sens. Le sens, hein, c'est pas un fait. Il est le sens, le meaning, hein, est au-delà du fait, du fact, matter of fact. Hein. Et ça, dit Wittgenstein, ça ne se dit pas, hein, le sens, euh, la, la qualité de la personne, ça ne se dit pas, ça se montre. Hein. Et ça, c'est une distinction capitale du Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, la distinction entre dire et montrer, puisque ce qui se dit, le sens de ce qui est dit, ne se dit pas, mais se montre. Hein. Alors, moi, je pense que Wittgenstein, c'est ça. Hein. Il y a ce qu'il a, il y a sa pensée philosophique, hein, mais au-delà de sa pensée philosophique, il y a là une personne, hein, qui, d'une certaine manière, s'épanouit, se réalise et qui est où réside, hein, ce qui est important, ce qui a de la valeur, ce qui est, ensemble, transcendant. Alors, la phrase de Sartiange, hein, pour juger vrai, il faut être grand, ça dit ensemble que pour accéder à la vérité, il faut être une personne qui a fait un travail sur soi-même, qui a, d'une certaine manière, qui a vaincu ses peurs et ses angoisses, hein, et qui est en mesure de pouvoir témoigner de la vérité. Alors, je reviendrai là-dessus dans les prochains vidéos entretiens sur donc cette clé que m'a léguée Wittgenstein, à savoir que la vérité se trouve d'abord et avant tout dans la vertu que tu manifestes, et non pas dans les croyances que tu soutiens.
Hein. On n'est plus dans l'ordre de la croyance, mais dans l'ordre de la vertu, de la qualité d'être que nous sommes. C'est ça, moi, que je retiens principalement de Wittgenstein. Hein. Et c'est ce qui faisait que il, il ne communiquait pas, n'était pas en communauté avec les autres philosophes, hein, les autres professeurs de philosophie. Hein. Et donc, il m'a tracé de ce fait son amour de l'enseignement. Hein. Euh, pour lui, c'était viscéral enseigner. C'était pas juste un job, un travail. Hein. De toute façon, lui-même pouvait disposer de son avenir comme bon il le sent, puisqu'il avait hérité d'une forte somme de ses parents, de son père en particulier. Alors on reviendra sur tout ça, sur toutes ces facettes-là, et entre autres, encore pourquoi, en quel sens, Wittgenstein m'a sauvé la vie. À bientôt.